Coronavirus, la France face à la menace de la pandémie. Cette épidémie, comme vous l'avez entendu, elle s'est étendue à de nouvelles régions, en Italie, à la Toscane, à la Sicile. Au total, aujourd'hui, plus d'une trentaine de pays sont touchés par la propagation du virus, alors que le directeur général de l'OMS a appelé lundi le monde à se préparer à une éventuelle pandémie du nouveau coronavirus. Vit-on un moment de bascule dans la lutte contre la propagation du virus? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Victoria Colizza. Bonjour. Vous êtes physicienne, vous êtes directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et vous avez modélisé la propagation d'un certain nombre d'épidémies, dont celle du coronavirus. Et puis en face de vous, Éric D'Ortenzio, bonjour. Vous êtes médecin épidémiologiste à l'INSERM et coordinateur scientifique du réseau Reacting. Avec tout d'abord une question, Éric D'Ortenzio, que sait-on sur ce virus, puisque on a l'impression qu'il y a du flottement. On se demande par exemple si on a des patients asymptomatiques, si aujourd'hui on a ou non un médicament qui pourrait lutter contre la maladie. Alors, à ce jour, effectivement, il y a des choses que l'on sait, d'autres choses que l'on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que c'est un virus qui a une origine animale. La plupart des coronavirus ont une origine sur la chauve-souris. Il y a probablement un animal intermédiaire qui sert d'hôte intermédiaire. On ne le connaît pas encore. Il y a des recherches en cours. On sait également que donc, ce virus, une fois qu'il est transmis à l'homme, il donne une maladie avec des symptômes qui sont de la fièvre, de la toux, une fatigue, des signes respiratoires, des difficultés respiratoires sur les cas sévères. On sait qu'un certain nombre de patients vont être asymptomatiques, un certain nombre vont avoir des symptômes plutôt modérés, d'autres vont avoir des symptômes avec une gravité particulière, et certains vont décéder dans des conditions souvent de personnes âgées ou avec des antécédents médicaux de type insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, etc. Ce qu'on ne sait pas, c'est la proportion des asymptomatiques et des symptomatiques. Ça, on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait encore, c'est la durée d'incubation. Elle est estimée entre 5 et 6 jours, avec un extrême à 14 jours. C'est pour ça que les quarantaines durent 14 jours. Ce que l'on sait, c'est la proportion de cas sévères. Elle est estimée pour l'instant, mais avec les données actuelles, à environ 10-15%. La proportion de personnes décédées, elle est entre 1 et 2% avec les chiffres que l'on a actuellement. Et sur les traitements et les vaccins, pour l'instant, il n'y a pas de traitement efficace et de vaccin préventif, mais il y a des recherches en cours, notamment en Chine, qui se mettent en place sur plusieurs molécules. Voilà ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas à ce jour. Et alors, du point de vue physique, Victoria Colizza, donc vous modélisez des épidémies. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours sur ce coronavirus. Là aussi, que sait-on sur la propagation de l'épidémie? Les modèles épidémiologiques sont extrêmement importants puisqu'ils permettent de comprendre et puis peut-être aussi de prévoir. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on fait dans la modélisation est de développer des outils, des algorithmes qui sont mathématiques et aussi numériques. Donc, on utilise l'ordinateur. On essaie de recréer des populations synthétiques. Donc, ça veut dire qu'on essaie de utiliser des données de mobilité. Par exemple, on a utilisé des données de mobilité de flux aérien. Pour estimer dans une première phase les risques d'importation en Europe. Donc c'était dans les premières semaines de janvier, au moment où il n'y avait que la Chine qui était infectée avec beaucoup de cas en croissance. Alors à ce moment-là, sans cas déclarés encore en Europe, on a utilisé ces flux aériens origine-destination pour tenir compte de la probabilité, évaluer la probabilité d'importation d'un cas en Europe. Par exemple, on avait identifié le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Italie comme les 4 pays à plus haut risque d'importation. Et alors, comment cela se fait-il que ce soit aujourd'hui, à notre connaissance en tout cas, l'Italie qui soit le pays le plus touché par l'épidémie?
Alors, dans d'autres travaux, nous, on a estimé que même si on a une surveillance active très sensible, il y a une possibilité d'avoir des cas importés qui passent sous les radars, donc qui ne sont pas détectés. Ça pourrait être pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a des cas qui sont asymptomatiques, donc qui ne montrent pas des symptômes. Ou sinon aussi parce qu'il y a des cas avec des symptômes faibles et on est aussi en pleine épidémie grippale, donc c'est difficile de distinguer entre les deux. Donc il pourrait y avoir des personnes avec une symptomatologie plutôt faible qui ne cherchent pas un médecin ou une assistance médicale. Et dans nos estimations, qui sont aussi en accord avec d'autres estimations faites par d'autres groupes, la majorité des cas n'est pas détectée. Importés. Donc ça veut dire, nous, on a estimé 6 cas importés sur 10 qui ne sont pas détectables. Alors ça veut dire qu'au final, il peut y avoir des chaînes de transmission locales, donc une épidémie qui se déroule de façon silencieuse, jusqu'au moment où il y a un cas grave qui arrive à l'hôpital. C'est ça qui s'est passé en Italie. Qu'en dit l'épidémiologiste Éric d'Ortenzio? Oui, en fait, ce qui est important de souligner par rapport à ce que Vittoria dit, c'est sur la transmission entre les personnes. Donc ce que je disais, c'est qu'on ne connaît pas la proportion des asymptomatiques. Mais ce qu'on sait, c'est que ces asymptomatiques sont potentiellement transmetteurs du virus. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si cette transmission, elle est forte ou elle est faible. Ça, on ne le connaît pas encore. Et pour les asymptomatiques. Pour les asymptomatiques. Parce que sinon, il y a un certain nombre de connaissances, je crois qu'on appelle ça le R0, c'est-à-dire la propension d'une maladie à contaminer d'autres personnes. Oui, voilà, le R0, donc en fait, c'est une estimation du nombre moyen de propagation. C'est-à-dire que c'est une personne va donner 2 à 3 contaminations autour de lui. Ça, pour le Covid-19. Pour le Covid-19. Et alors, si on devait comparer le Covid-19 à d'autres épidémies, quel est le R0, quelle est la proportion des autres épidémies ou des autres virus à se propager? Si on regarde des épidémies qui sont beaucoup plus contagieuses, comme la rougeole par exemple, on a un R0 qui est entre 15 et 20. Donc c'est vraiment une transmission qui est très soutenue pour la rougeole. Sur la grippe saisonnière, je crois que c'est entre 1,5 et 2,5. Donc un petit peu moins. Le STRAS, à mon souvenir, c'était à peu près similaire, entre 2 et 3. Voilà, donc on est sur ces chiffres-là du R0. Ça veut dire qu'avec des R0 de ce type, puisque c'est là-dessus exactement sur quoi vous travaillez, Vittoria Colizza, donc vous entrez un certain nombre de paramètres et vous voyez en fait comment vit la maladie, est-ce que l'on peut imaginer que des pays puissent échapper à l'épidémie, la France, mais pas uniquement la France? Alors, échapper à l'épidémie, aujourd'hui, c'est difficile à dire. Mais je dirais que la dimension de l'épidémie dans les derniers jours a complètement changé. Pourquoi? Parce que jusqu'à il y a une semaine, on était encore dans la phase d'une épidémie avec un épicentre qu'en Chine, avec des mesures d'intervention très très fortes en Chine pour essayer de contenir. Et en même temps, quelques foyers dans d'autres pays. Les foyers étaient par exemple à Singapour, en Corée du Sud, en Japon, pas encore en Europe. Et maintenant, on est dans une situation où ces foyers deviennent de plus en plus importants, avec des transmissions beaucoup plus fortes. Par exemple, déjà l'Italie, hier, avec des personnes qui venaient d'Italie, ont infecté 7 autres pays, 6 en Europe, l'Algérie en Afrique. Nouvelle de ce matin, de quelques minutes, apparemment aussi le Brésil a détecté son premier cas venant d'une personne qui venait d'Italie. Donc là montre déjà que la source, jusqu'à il y a une semaine, c'était que le sud-est asiatique. Et maintenant, on a déjà d'autres sources importantes qui sont l'Iran et aussi l'Italie. Donc ça devient beaucoup plus difficile de pouvoir contenir une propagation géographique de cette extension. Éric d'Ortenzio, est-ce que ça veut dire que la transformation d'une épidémie en pandémie, là, en l'occurrence, est-ce qu'il s'agit d'une question lexicale avec un mot qui pourrait frapper les esprits, mais en réalité une propagation qui est déjà effective? Qu'en pensez-vous? Oui, c'est-à-dire que là, on est dans une phase où on a plusieurs continents qui sont touchés. Il y a plusieurs pays où il y a une transmission locale sur le continent. C'est-à-dire qu'en Europe, on a des chaînes de transmission secondaires.
Aux États-Unis, il commence à y en avoir. Au Moyen-Orient également. Chaîne de transmission secondaire, ça veut dire des contaminations. C'est-à-dire que c'est des contaminations à partir d'un cas importé et ensuite des contaminations entre des personnes qui n'ont pas voyagé. Donc ça veut dire que la propagation... Ce qui s'est probablement passé par exemple en Italie. Oui, c'est ce qui se passe actuellement en Italie, clairement. C'est ce qui se passe en Iran. En Iran, on a des chiffres officiels, mais en réalité, on est probablement face à un nombre beaucoup plus supérieur que ce qui est annoncé. Il faut expliquer pourquoi, parce que les taux de mortalité en Iran semblent anormaux. Les chiffres officiels donnent 10 à 20 morts pour une soixantaine de cas, ce qui donnerait un taux de mortalité extrêmement fort, alors qu'on sait que c'est entre 1 et 2%. Donc on imagine qu'il y a plusieurs milliers de cas, à mon avis, en Iran déjà, qui vont être déclarés dans les jours ou les semaines qui viennent. Ça, c'est évident. Oui, il y a aussi Victoria Colita. il y a aussi un autre facteur qui indique le même, que l'Iran a déjà exporté plusieurs cas sur le Moyen-Orient. Et donc, ça veut dire que pour avoir si on regarde à nouveau les flux aériens, pour avoir une probabilité d'observer des cas confirmés dans d'autres pays, il faut avoir une épidémie qui se déroule de façon plutôt importante en Iran. Autrement, on n'aurait jamais confirmé des cas en Israël et tous les autres pays. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne, Éric d'Ortenzio? Vous avez l'habitude d'étudier des épidémies. Est-ce que la manière dont cette épidémie se développe et se répand à la surface de la planète, est-ce qu'on a affaire à des cas classiques? Classique, je dirais non, puisque là, on est quand même face à un virus nouveau que l'on ne connaît pas, que l'on commence à connaître. On est face à une propagation mondiale. Donc c'est une transmission aérienne, donc c'est ce genre de virus évidemment qui sont les plus contagieux. Donc il faut vraiment voir qu'on est dans une deuxième phase, je pense. Il y a eu cette première phase Chine avec ce nombre de cas, on surveillait la Chine, les mesures, quelques cas exportés. Et là, depuis quelques jours, on dira, on est vraiment sur une deuxième phase et on s'attend vraiment à ce que le virus contamine de nouveaux pays et que dans chacun des pays, il y ait de nouvelles chaînes de transmission. Alors en particulier, Victoria Colita, vous avez étudié comment le continent africain pouvait être touché par ce virus et quelle était sa capacité de réponse. Oui, tout à fait. Donc on s'est focalisé sur ces types d'études parce que c'était même avant la déclaration de l'OMS de l'alerte au niveau international. Bien évidemment, il y a un problème en Afrique lié à la capacité fonctionnelle de réponse. Et alors, ce qu'on a évalué, c'était le risque d'importation déjà à partir de provinces infectées en Chine, parce qu'à ce moment-là, c'était la seule source d'exportation. Et en même temps, le mettre en relation avec plusieurs indicateurs qui nous montrent, qui nous quantifient la capacité de réponse. C'est un travail qu'on a fait avec Eric et on a mis en évidence, par exemple, 3 pays qui sont à plus haut risque, l'Égypte, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Pourquoi ? Encore à nouveau, à cause des flux aériens qui les met en connexion avec les provinces infectées. Donc, on a pris en compte les niveaux épidémiques dans plusieurs provinces infectées en Chine et tous les vols qui partent des aéroports de ces provinces vers l'Afrique. Alors, sont les 3 pays qui sont plus connectés. Et effectivement, l'Égypte, c'était le premier pays qui a déclaré un cas confirmé sur le territoire. Éric d'Ortenzio, alors il y a différents facteurs importants dans une épidémie. Il y a le R0 qui est donc la capacité d'un individu à en contaminer d'autres. Il y a aussi bien entendu la mortalité, vous avez dit 2%. Et il y a des épidémies qui ont été bien plus mortelles, le H5N1, j'ai vu des pourcentages de mortalité très élevés, de l'ordre de 60%, je crois. Comment expliquer qu'il y ait une telle mobilisation contre un virus qui, en tout cas a priori, tue moins que d'autres? Parce qu'il est nouveau. Et chaque nouveau virus entraîne sa peur, sa crainte d'une diffusion mondiale. Donc là, on l'a découvert début janvier. On a remarqué qu'il y avait une transmission interhumaine plutôt soutenue. Donc à partir du moment où on a face à un nouveau virus, on a encore beaucoup d'inconnus, on a une transmission interhumaine,
il y a des exportations dans plusieurs continents, ça légitimise tout ce qui se passe autour de cette épidémie. Mais si on est sûr des statistiques, notamment des statistiques de mortalité, on n'en est pas Alors, sûr? non, on n'en est pas encore sûr parce que ce taux de mortalité, il est lié en fait au dénominateur, c'est-à-dire au nombre de cas totaux. Et donc là, on ne voit que les cas symptomatiques ou voire les cas sévères, ce qu'on compte. On ne compte pas les asymptomatiques, par exemple. Donc il va falloir attendre probablement vers la fin de l'épidémie pour affiner ce taux de mortalité de façon plus précise. Le mode de contamination, c'est tout simplement le fait d'être en face de quelqu'un qui est atteint par cette maladie et qui, par exemple, postillonne sur vous. C'est tout simplement ça? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'une personne infectée, si elle tousse ou si elle éternue, si en face d'elle, elle a quelqu'un qui est à 1 à 2 mètres de cette personne, peut recevoir ces gouttelettes et être contaminé quand la gouttelette passe dans l'arbre respiratoire. Et alors, est-ce que l'on sait si ce virus survit à l'air, à l'eau, s'il a besoin d'un milieu humide ou pas, à quelle température? Alors c'est encore des inconnus, mais ce qu'on sait de ce genre de virus, c'est qu'il peut survivre quelques heures sur des surfaces avec une température moyenne 20-30 degrés et plutôt sur une hygrométrie humide. Victoria Colizza, vous avez paramétré tout cela, puisque dans vos modèles, vous devez rentrer ces différents paramètres. Oui, nous, on utilise de façon plus générale le taux de contagiosité, donc le R0 dont on parlait avant. Mais le R0, en fait, c'est un indice synthétique de ces autres facteurs? Oui, c'est un indice synthétique qui est basé sur la probabilité de contagion sur un contact et aussi sur le nombre moyen de contacts que les personnes puissent avoir pendant une journée. Donc on tient compte de tout ça, c'est une valeur synthétique qui nous permet d'être intégré dans les modèles. Mais comment vous l'avez trouvé? Parce que finalement on dit il y a des patients asymptomatiques, il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas. Alors quand on dit il y a un taux de mortalité de 1 à 2%, est-ce que c'est l'hypothèse qui est retenue aujourd'hui ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a calculé de manière empirique mais avec ce que l'on sait et on peut ignorer beaucoup de choses? C'est ça, les taux de mortalité, l'estimation qu'on a maintenant est basée sur les données qu'on a. Alors, juste hier, le CDC, donc le Centre pour le contrôle des maladies infectieuses chinois, a publié un papier important où ils ont étudié un gros nombre de cas observés jusqu'à maintenant en Chine. Et par exemple, si on regarde le taux de mortalité, il y a un taux de mortalité un peu plus élevé, entre 3 et 4% dans la province d'Hubei, qui était l'origine de l'épidémie. Et un taux plus bas, moins de 1% dans les autres provinces. C'est-à-dire, encore une fois, on ne connaît pas exactement ce dénominateur dont Eric parlait. Donc, on peut bien s'imaginer que le taux de mortalité soit plus élevé dans la province d'Hubei, tout simplement parce que le système sanitaire n'a pas pu compter tous les nombres de cas. Victoria Colizza et Eric d'Ortenzio, physicienne et un épidémiologiste. Vous restez avec nous. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Anne-Claude Crémieux, qui est professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. On va continuer d'évoquer cette épidémie. Et puis cette fois-ci, on va voir quels sont les moyens concrets hospitaliers qui sont prévus en France pour y faire face. 8h sur France Culture. Bon réveil à tous. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le nombre de décès liés au nouveau coronavirus se multiplie partout dans le monde, en Iran, en Corée du Sud, mais également en Europe. Hier, la Suisse et l'Autriche ont annoncé leur premier cas de coronavirus. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a déclaré ce mardi que l'épidémie de coronavirus était maintenant à nos portes. Nous sommes en compagnie de Victoria Colizza, directrice de recherche à l'INSERM, et d'Eric d'Ortenzio, qui est médecin épidémiologiste à l'INSERM. Nous accueillons Anne-Claude Crémieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris et auteur de Gouverner l'imprévisible pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire, paru aux éditions Lavoisier. Professeur,
peut-on dire aujourd'hui que la France est prête ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est mieux préparé qu'hier. Et effectivement, il y a eu une série de crises depuis 2003, à commencer par le SRAS, qui ont permis de mettre en place un système de préparation. Maintenant, chaque crise est différente et il faut s'adapter, et en particulier s'adapter aujourd'hui à un coronavirus qui est différent du SRAS. Et dire qu'on est prêt, on le saura plus tard, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est important de se préparer. Qu'est-ce que l'on peut faire de spécifique ? Alors, non seulement pour accueillir les malades, s'il y en a de ce coronavirus, mais aussi pour ne pas faire en sorte que l'ensemble du système hospitalier, comme par exemple en Chine, c'est aujourd'hui le risque, dès lors qu'on ne s'occupe plus que du coronavirus, on s'occupe moins des autres pathologies, professeur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que le système de soins soit totalement engorgé ? C'est effectivement retarder l'épidémie en France. C'est ce qu'on essaye de faire, ce qu'on a essayé de faire dans un premier temps en essayant de couper les chaînes de contamination. Il y a d'autres façons de le faire si effectivement le virus se transmet en France. C'est ce qu'on appelle les mesures barrières à l'échelon collectif. C'est ce que font nos collègues italiens aujourd'hui, c'est-à-dire de diminuer les rassemblements, éventuellement de fermer des lieux collectifs comme les écoles. Et à l'échelon individuel, il ne faut pas oublier qu'on a des choses à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire ? On a des choses à faire pour lutter contre la diffusion des infections respiratoires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on fait comme dans les épidémies de grippe, c'est-à-dire que effectivement, quand on est chez soi, on rentre, on se lave les mains. Et quand on tousse, on protège sa bouche avec son coude ou avec un mouchoir. Ce mouchoir, on le jette dans une poubelle qui est à part. Et enfin, quand on tousse soi-même, quand on est malade, on met un masque pour protéger ses proches. Ça, c'est des conseils de bon sens qui s'appliquent pour la grippe et qui vont s'appliquer pour le coronavirus. Quel type de masque ? Parce que vous savez que c'est un débat très large. Non, c'est très clair. Aujourd'hui, si on a des symptômes, on met un masque chirurgical. Si on revient d'une zone où le virus circule, comme par exemple aujourd'hui, malheureusement pour eux, la Lombardie et la Vénétie. Vous savez qu'on vous conseille de rester chez vous pendant 14 jours et d'éviter les contacts rapprochés avec vos proches. À ce moment-là, quand vous avez un contact rapproché, vous mettez un masque, vous protégez vos proches. Alors, on protège ses proches quand on pense pouvoir être donc porteur de ce virus. Et si on veut s'en protéger, est-ce que ça sert à quelque chose, le masque, professeur ? Alors, vous parlez d'une troisième situation, c'est vous ne revenez pas de pays d'endémie et vous-même, vous n'êtes pas malade. Mais vous êtes dans la rue et vous vous demandez si porter un masque va vous protéger. Alors, on a peu d'éléments pour être affirmatif là-dessus. On constate qu'à chaque fois que dans une ville, il y a une circulation du virus, les gens mettent un masque. Le conseil que je peux vous donner, c'est à ce moment-là de bien l'utiliser. Bien l'utiliser, ça veut dire qu'effectivement, il doit protéger votre nez et surtout de le garder avec une durée qui est d'ailleurs inscrite sur la boîte, mais surtout quand vous le manipulez, lavez-vous les mains après et utilisez des solutions hydroalcooliques parce qu'effectivement, un masque mal utilisé est contre-productif. Mal utilisé, ça veut dire que tout simplement, dès lors qu'on a contaminé ses mains et Absolument. Que l'on ne se lave pas les mains, eh bien on peut... Voilà. Donc à ce moment-là, effectivement, il vaut mieux pas porter de masque et se conformer aux mesures d'hygiène dont on a parlé tout à l'heure. L'une des informations de la journée d'hier, c'est ce médicament, la chloroquine, qui aurait une efficacité. Qu'en pensez-vous, professeur ? Alors, c'est une information qui date de quelques jours déjà dans la presse médicale. C'est effectivement une étude qu'ont fait nos collègues chinois où ils ont comparé la chloroquine, qui est un médicament qui a été très utilisé pour le paludisme, à finalement ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire pas de traitement. Et sur les 100 premiers patients, ils ont montré que ça diminuait l'intensité de l'infection pulmonaire et
la durée de l'infection. Par conséquent, ils l'ont déjà intégré depuis une semaine dans leurs recommandations de prise en charge des patients en Chine. Mais alors, est-ce que ça veut dire que si on prend par exemple de la chloroquine, si on est malade, on va être guéri? Est-ce que ça veut dire qu'il faut en prendre à titre préventif? Non, alors je crois qu'il faut être clair, si vous voulez, les antiviraux n'ont pas l'efficacité des antibiotiques dans les infections bactériennes. Les antiviraux atténuent les infections, mais c'est ce qu'on peut en attendre. Et c'est ce qui est bien décrit dans cette publication. Par conséquent, ce sera au médecin de la prescrire lorsque les patients seront dans les hôpitaux. Est-ce que c'est cher? Est-ce que ça va poser des problèmes de stock? On se souvient par exemple du Tamiflu dont l'efficacité avait justement été largement débattue contre le H5N1. Est-ce qu'on a affaire là aussi aux mêmes problématiques, professeur? Alors, non, c'est un médicament qui est très bon marché, qu'on connaît très bien, qui est bien Le Tamiflu toléré. était très cher. Encore une fois, il faut être très clair. Ça a été démontré en traitement de patients, absolument pas en traitement de prévention. Et si l'on continue donc dans les différentes questions qu'on peut se poser au sujet de cette épidémie, c'est une pneumonie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, professeur? Qu'est-ce qui peut causer la mort des patients? Et est-ce qu'il faut vraiment avoir peur de cette épidémie? Alors, cette infection peut entraîner un éventail de symptômes très large. Parfois des symptômes très peu importants, comme une mal de gorge, de la fièvre, et tout ça va rentrer dans l'ordre. Dans un bon nombre de cas, effectivement, il y a ce qu'on appelle une pneumonie. C'est quoi une pneumonie? C'est une infection des poumons qui peut se révéler soit à la radiothorax, mais surtout au scanner. Le scanner a été utilisé par les médecins en Chine comme un très bon élément qui permettait de poser le diagnostic avec le test virologique, et ils nous ont transmis des informations très importantes sur les images caractéristiques de ce virus. Bien sûr, des images caractéristiques, c'est pas aussi fiable qu'un test virologique, mais c'est très important pour nous dans la démarche diagnostique. Et alors, une fois qu'on a ces images de ce virus, est-ce qu'il est possible de dire quelles sont les populations qui sont les plus à risque, professeur, et d'expliquer par exemple pourquoi on se soucie beaucoup de cela, alors que je disais par exemple que la grippe en 2018 avait été particulièrement mauvaise, qu'il y avait eu aux États-Unis 45 millions de malades et 60 000 victimes. Là, on parle quand même de centaines de victimes. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, professeur? Non, je pense que c'est très important face à un virus nouveau, de s'attendre, je dirais, d'être préparé à tout. Ce virus, on ne le connaît pas, on ne peut pas le comparer avec les autres virus. Quelles sont les personnes qui effectivement risquent de faire des formes plus sévères? Là aussi, on le sait de façon très claire, et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez habituel dans les virus respiratoires. Ce sont les patients les plus âgés et aussi les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui ont d'autres pathologies, comme par exemple des problèmes de cœur ou des problèmes de poumons ou de diabète. Éric D'Ortenzio, oui, vous qui êtes épidémiologiste. Je voulais revenir un tout petit peu sur les traitements et les essais cliniques en cours, notamment en Chine et sur la chloroquine. Hier, l'Institut américain de recherche, le NIH, a annoncé qu'ils allaient lancer un essai clinique pour évaluer une molécule qui s'appelle le Remdesivir, qui est un antiviral qui est prometteur. Donc il y a déjà un essai clinique qui est en cours en Chine, il va y en avoir un autre. Donc on va attendre les résultats pour cette molécule. Les Chinois ont évalué d'autres molécules, notamment un antirétroviral, l'opinavir, qui n'a pas pour l'instant donné ses preuves. Et sur la chloroquine, je pense qu'il faut quand même rester un petit peu prudent. Le papier en question fait une annonce d'une certaine efficacité. Papier de recherche scientifique. Le papier de recherche, l'article scientifique, pardon. Mais on n'a pas vu les données, en fait, pour l'instant, sur cette chloroquine. Donc vraiment, c'est une annonce des autorités chinoises
il faut vraiment attendre les données pour savoir si l'efficacité clinique est avérée face à un placebo ou face à une autre molécule. Victoria Colisa, vous êtes physicienne et vous modélisez les épidémies, donc vous modélisez leur croissance et puis leur décroissance. Quand on est face à une épidémie comme celle-là, que peut-on imaginer pour la voir non plus croître, mais décroître? Qu'est-ce qui se passe? Comment aboutit-on à des guérisons collectives, si j'ose dire? Alors, ça dépend plutôt de la phase de l'épidémie, de type d'épidémie. Par exemple, avec une épidémie qui était déjà qui avait déjà bien propagé sur large échelle et en population, en communauté comme en Chine, les autorités ont mis en place une série de mesures très fortes qui incluent par exemple le confinement, la quarantaine, les restrictions de voyage à l'intérieur de Chine, aussi par exemple la fermeture de l'aéroport le plus important dans l'épicentre. Et aussi, il y a un certain ensemble de mesures qui sont les mesures hygiéniques que chacun peut adopter, comme on disait tout auparavant. Après, il y a d'autres mesures pour contrôler, donc pour essayer de limiter la propagation, les chaînes de transmission locales. Et il s'agit plutôt de ce qu'on a fait par exemple en France et ce que l'Italie est en train de faire maintenant. Donc, isoler les cas le plus rapidement possible, suivre tous les cas contacts, les identifier rapidement pour pouvoir les isoler et tester, et donc éviter que la maladie puisse se propager d'une personne à l'autre et échapper à un certain moment le contrôle. Et oui, c'est ce qui peut poser problème, professeur Crémieux. Vous qui travaillez à l'hôpital Saint-Louis à Paris, on a vu par exemple qu'en Italie, il y avait une personne qui avait été infectée par le virus à l'hôpital. Est-ce que les hôpitaux français sont prêts? Alors on entend toutes sortes d'histoires avec des patients qui sont accueillis sans précaution à l'hôpital alors même qu'ils pourraient être atteints par le coronavirus. Est-ce que c'est pas une source potentielle de danger? Mais vous avez tout à fait raison, mais c'est une vigilance qui existe dans les hôpitaux, et ça c'est vrai que ça a été un enseignement très important de la crise du SRAS, qui, je vous le rappelle, dont 40% des cas étaient des cas qui survenaient à l'hôpital. Ah. Effectivement, les mesures qui consistent à accueillir un patient en lui demandant de mettre systématiquement un masque, la vigilance du personnel et des médecins vis-à-vis des cas groupés éventuels d'infections pulmonaires, la recherche systématique à l'accueil des urgences, des voyages récents qu'ont fait les patients. Toutes ces mesures et toutes les précautions barrières aujourd'hui utilisées à l'hôpital, c'est-à-dire devant une infection respiratoire, la protection du personnel soignant, c'est essentiel, parce que ce qu'on a vu en Italie, c'est très clairement la transmission nosocomiale est un accélérateur de l'épidémie. Alors ça veut dire aussi concrètement, professeur Crémieux, qu'il ne faut pas aller aux urgences si on croit être atteint, qu'il faut appeler le 15. Oui, je crois qu'il y a deux conseils vraiment à donner. Effectivement, bon, la première, c'est évidemment un conseil de prudence, c'est-à-dire que franchement, il ne faut pas aller aujourd'hui dans les zones où le virus circule à l'étranger. Il faut que tout le monde en soit conscient, et particulièrement le personnel soignant qui, s'il revient, peut disséminer l'infection. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si on revient de ces zones et qu'on présente des symptômes, encore une fois, on met un masque et on appelle le 15. On ne passe pas par les urgences, parce que là, c'est le risque de contaminer d'autres patients et finalement d'amplifier l'épidémie. Dans les plans de santé publique, Éric D'Ortenzio, qui sont faits aujourd'hui en France pour contrer ce coronavirus, qu'est-il prévu? On a déjà des mesures qui ont été annoncées sur les écoles et les crèches pour tous les écoliers qui reviennent des zones de pays infectés, de rester à la maison pendant 14 jours après leur retour. Donc ça, c'est déjà une mesure barrière en population. Enfin, on l'a reçu hier, l'information, ce qui veut dire que les élèves étaient déjà rentrés à l'école. C'est vrai qu'il y a eu un petit délai sur voilà, il y a eu un petit délai, comme vous dites.
Ensuite, l'étape d'après, ça serait de ne pas recommander des rassemblements dans des lieux publics ou dans des grands événements. Ça pourrait être une mesure qui pourrait être annoncée si la propagation commençait en France, d'éviter les transports en commun, etc. Donc, il va falloir suivre la dynamique de l'épidémie en France si elle débute. C'est surtout ça. Est-ce qu'il est possible, envisageable, Victoria Colisa par exemple, de fermer les frontières ? Alors ça, on connaît très bien, c'est quelque chose qui ne sert à rien. On le connaît par rapport à l'évidence empirique d'autres maladies, d'autres épidémies et pandémies qu'on a déjà vécues. On connaît ça aussi d'un point de vue scientifique, plusieurs études l'ont montré. Et effectivement, ces pathogènes peut échapper tranquillement au passage aux frontières, au contrôle aux frontières. Donc la chose la plus importante est vraiment la mise en quarantaine, surtout parce qu'il s'agit d'un virus qui peut pas, par exemple, dans certains cas, montrer des symptômes. Donc la personne se pourrait sentir très bien et alors décider, alors je continue à faire ma vie normale. Et oui, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai vu que par exemple en Italie, on considérait qu'il y avait peut-être beaucoup de cas importés parce que l'Italie a bloqué les passagers en provenance de Chine. Du coup, on ne savait pas qu'ils venaient de Chine parce qu'en fait, s'ils utilisaient une escale, ils pouvaient venir de Chine, mais via un autre aéroport. Oui, sans doute. Donc, bloquer les vols, par exemple, entre l'Italie et la Chine, au moment où la Chine était l'épicentre de l'épidémie, n'a pas, on le voit très bien maintenant, n'a pas empêché l'importation de cas. Les personnes peuvent tranquillement faire des connexions ailleurs et arriver en Italie avec le désavantage que ces personnes ne sont plus traçables d'un point de vue, par exemple, tout simplement de communication. Si on met, par exemple, des communications avec des flyers à l'aéroport aux passagers qui viennent de Chine, la communication est très importante parce que ça fait partie de la responsabilité individuelle de reconnaître éventuellement des symptômes et après suivre les consignes. Si on n'est pas capable de communiquer ces types de recommandations aux personnes parce qu'on ne sait pas où il vient, tout ça devient beaucoup plus difficile. Professeur Crémieux, qu'en pensez-vous ? Vous semblez opiner du chef. Est-ce qu'il serait... Oui, je crois que... je ne veux pas jeter la pierre aux Italiens parce que je pense qu'une situation comme ça peut être vécue par beaucoup de pays européens. Effectivement, on l'a dit, cette infection a une spécificité par rapport au SRAS en particulier, c'est qu'elle peut donner des formes avec peu de symptômes, voire, et ça a été bien montré par nos collègues chinois encore une fois, des formes sans symptômes qui peuvent transmettre. Il est tout à fait possible que le patient zéro italien soit un patient qui n'ait pas de symptômes et on comprend à ce moment-là la difficulté à avoir identifié la chaîne de contamination. Qu'est-ce qu'on a comme exemple d'épidémie avec un virus qui pourrait très bien être propagé par des personnes asymptomatiques ? Mais justement, c'est un petit peu une des nouveautés par rapport en tout cas au SRAS qui avait, je pourrais dire presque, l'avantage de donner des formes sévères, c'est son nom, syndrome respiratoire aigu sévère, et donc c'est des patients qui étaient facilement diagnostiqués et quand ils avaient cette infection, ils étaient à l'hôpital et c'est à ce moment-là qu'ils étaient le plus contagieux. La grippe, on le sait, peut transmettre, mais seulement 24 heures avant. Il semble que ce virus ait la particularité de pouvoir transmettre pendant ce qu'on appelle la phase d'incubation et de transmettre plusieurs jours, ce qui en fait, d'une certaine manière, peut-être l'explication de la difficulté de son contrôle, en particulier par les autorités chinoises. Éric d'Hortensio ? Oui, c'est l'inconnu encore, c'est-à-dire à quel moment l'asymptomatique peut transmettre le virus et quel est le niveau de transmission ? Est-ce que c'est fréquent ou est-ce que c'est rare ? Vraiment, je le disais au début, c'est déterminant sur la propagation. Pour l'instant, on pense que les drivers de l'épidémie, entre guillemets, ce sont les symptomatiques. Ceux qui contribuent à la diffusion de l'épidémie,
ce sont les symptomatiques. Mais encore une fois, il faut vraiment regarder les données avec attention sur ce qui va sortir, sur les descriptions des clusters dans les foyers, dans les maisons, pour mieux comprendre la diffusion entre les personnes. Et oui, parce que l'autre personnage un peu effrayant qui est apparu à la faveur de cette épidémie, ce sont les super spreaders, comme on dit en franglais, autrement dit, des individus qui seraient beaucoup plus contagieux que les autres. Ça existe, professeur ? Alors, ça a été effectivement évoqué fortement pendant la crise du SRAS. Après, il y a eu une discussion pour savoir si, en fait, ce sont des individus ou c'est les situations dans lesquelles ils étaient qui ont favorisé la transmission. On l'a évoqué, la transmission à l'intérieur des hôpitaux. Là aussi, c'est une inconnue. Il y a des études en cours pour essayer d'évaluer la quantité de virus présents dans l'arbre respiratoire supérieur et savoir si il y a une relation entre cette quantité et la contagiosité des patients. L'autre inconnu, c'est la capacité de ce virus à muter. Eric d'Ortenzio, il y a chez les virus à ARN une capacité à muter. A priori, il n'a pas encore muté, ce virus. Non, alors c'est surveillé de près. Les virus qui sont détectés, isolés, peuvent être déposés sur un site internet pour comparer les séquences des virus. Donc ça, c'est très important. Il y a un vrai partage de la communauté scientifique, des virologues à ce niveau-là, pour justement surveiller et détecter le plus précocement la moindre différence entre les séquences. Donc pour l'instant, il n'y a pas de mutation majeure. Les virus mutent de façon récurrente à chaque transmission, mais de façon mineure. Mais ce qui est important, c'est de surveiller et de détecter précocement. Ça pourrait entraîner une modification en bien ou en mal de la propagation. Donc vraiment, c'est important de surveiller. Mais oui, mais on se pose quand même la question, professeur, à quoi ça sert de savoir s'il mute, puisque de toute façon, on n'a pas a priori de médicaments véritablement efficaces, et puis les antiviraux, voilà, on sait que ça a une efficacité limitée. Alors, effectivement, à ce stade, pas d'éléments pour penser qu'il y ait des mutations majeures, à la différence du virus grippal dont on sait qu'il évolue assez rapidement. Évidemment que c'est important dans la perspective d'un vaccin. C'est-à-dire que si là, il y a plusieurs équipes qui sont en train de fabriquer un vaccin, s'il y avait des mutations majeures, ça pourrait diminuer l'efficacité du vaccin. Eric d'Ortenzio. Oui, le vaccin, c'est une perspective à moyen, long terme, on va dire. Donc il y a des recherches qui sont en cours. C'est important qu'elles soient lancées. Je ne sais pas si on aura un vaccin pour cette épidémie. Mais en tout cas, est-ce qu'on a eu des vaccins pour les épidémies précédentes ? On parlait du SRAS, du H5N1. Non, c'était au stade de recherche à ce jour, donc on n'avait pas encore de vaccin, mais c'est important de les continuer pour avoir à un moment donné un vaccin efficace sur un coronavirus, voire sur plusieurs coronavirus, pourquoi pas. Et en attendant, le vaccin contre la grippe, professeur, il est utile, dit-on, parce qu'il permet donc de ne pas avoir la grippe, en tout cas une certaine grippe, et donc de ne pas à la fois encombrer plus encore les hôpitaux, et avec d'autres intérêts, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, le vaccin antigrippal, de toute façon, c'est un vaccin important. Pour une fois qu'on a un vaccin, il faut en profiter et ça protège particulièrement les personnes qui sont fragiles, les personnes qui ont des maladies. C'est celles qui sont effectivement les plus à risque de faire des complications, que ce soit pour la grippe ou pour le coronavirus. C'est important de se vacciner parce qu'effectivement, la diminution de l'intensité de la grippe, évidemment, diminue aussi la surcharge du système de soins. Victoria Colisa, un mot de conclusion peut-être sur les modèles épidémiologiques. Et là, on est en train de se demander si en Chine, on a atteint un pic épidémique avec une diminution. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui à ce stade ? Donc on a déjà, il y a quelques semaines qui s'est passé à partir de ces moments de pic. Donc il semblerait qu'effectivement la Chine a été capable à mesure de obtenir cette décroissance des cas qui est très important pour fermer et contenir l'épidémie. En même temps, d'un point de vue de préparation, ce qu'on est en train de faire avec les modèles est vraiment de mettre en place des modèles de diffusion
par exemple en France et dans d'autres pays européens, pour se préparer et évaluer des mesures de mitigation. Donc, ils ne sont plus pour contenir les virus, mais pour le décaler dans les temps et réduire l'impact sur la population. Un mot de conclusion, professeur. Un mot de conclusion, je pense qu'effectivement, la façon dont on va aborder cette épidémie, on a des choses à faire, on peut se protéger, on peut protéger ses proches par ces mesures simples, il ne faut pas les oublier. Et encore une fois, si on a des symptômes, passez par le 15. Merci à tous les trois. Je vous présente mes camarades qui vont poursuivre cette émission. Ils sont sans masque et ils ont l'air tout à fait en bonne santé. Mathilde Serrel, de quoi allez-vous nous parler? De fêtes et défaites du stream. Hervé Gardette. Nous allons chasser le champignon. Et enfin Aurélien Bélanger. Vivrait-il un trouble du comportement alimentaire? Allez, dans quelques instants, 8h47 sur France Culture.